Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de Un jour, une question. Nous nous rapprochons de la fin de la série estivale et aujourd'hui je vous propose une grosse vidéo sur le système nerveux. Comment est-ce que l'on peut envisager de réparer, de régénérer le système nerveux lorsqu'il a été agressé? C'est une question qui m'a été posée par Isabelle. Isabelle qui m'a écrit « Bonjour, comment réparer ce même système nerveux ?» C'est à la suite de ma vidéo sur le système nerveux autonome. Mais on va parler dans cette vidéo de l'ensemble du système nerveux. Lorsque celui-ci a été détruit par un vaccin et que celui-ci a créé le stress du corps avec un dérèglement complet de tous les paramètres. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas parler spécifiquement d'injection. On va parler de système nerveux, on va voir ce que l'on peut mettre en place pour améliorer la situation. On va parler de plusieurs choses, on va parler de nettoyage, on va parler de régénération et on va parler de plasticité cérébrale. Et puis on va parler aussi du stress. Là ici on parle d'un stress biologique avec des molécules qui ont créé une agression, un stress sur ce système nerveux et qui provoque, on va dire, une dérégulation de nombreux paramètres. Et moi je vais vous parler aussi du stress psychologique dans cette vidéo parce que c'est quelque chose d'important. Le système nerveux, l'agression, la détérioration du système nerveux. Alors quand on est sur une situation où le système nerveux a été agressé, la première chose que j'envisage, c'est, on va dire, d'agir sur le quotidien et la détox. Vous allez comprendre par la suite pourquoi je commence par cet axe-là. Tout simplement, on va pouvoir alléger l'alimentation du quotidien. Alors, quand je parle d'alléger, là on n'est même pas encore dans la restriction alimentaire. Soulager le quotidien avec une meilleure digestion, avec le choix des aliments pour qu'il y ait moins de travail digestif, mais surtout moins encombrer l'intestin, donc réduire le facteur inflammatoire lié à l'alimentation. Et également de pouvoir aider justement le corps à recevoir moins de toxines. C'est-à-dire que l'intestin va jouer un rôle de contrepoids sur l'inflammation, va jouer un rôle de régulation sur le système immunitaire et tout ce qui est indésirable, tout ce qui est inflammatoire qui provient des aliments ou de la transformation des aliments mal digérés dans l'intestin va pouvoir entretenir ou exacerber cette inflammation. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est le quotidien. Je vous en ai parlé plein de fois dans mes vidéos avec plusieurs conseils sur la digestion, je ne vais pas y revenir ici. Ensuite, il y a également le rôle que l'on va pouvoir avoir avec l'allègement alimentaire. L'allègement alimentaire va permettre d'aller plus loin parce qu'il va permettre de commencer à désencombrer les tissus et il va permettre également de cicatriser ce qui peut l'être directement. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des réparations au sein des cellules qui sont encore fonctionnelles mais qui sont en état d'altération, d'asphyxie par rapport à ce qu'elles ont vécu. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles on va pouvoir travailler par l'allègement alimentaire plus ou moins poussé, plus ou moins restrictif, qui peut aller jusqu'au jeûne. Et bien sûr, on va adapter ce que l'on va mettre en place en fonction de votre état. Tout le monde ne pourra pas jeûner, certaines personnes sont sous traitement, d'autres personnes ont un état physiologique qui ne permet pas de jeûner à l'heure actuelle. Donc on va alléger plus ou moins et voir déjà comment votre corps répond à cet allègement sur une répétition ou sur un allègement qui peut se faire sur une période prolongée. Ça, c'est la première phase. Ensuite, quand il y a une intoxication, un problème d'altération au niveau du système nerveux, par intoxication, il y a très souvent l'implication de métaux. Il peut y avoir d'autres substances, mais les métaux sont très souvent impliqués. Et comme les métaux, notre corps a beaucoup de mal à les éliminer efficacement, on va pouvoir l'aider avec ce qu'on appelle des chélateurs. Alors les chélateurs, ce sont des substances que l'on va retrouver dans des aliments ou dans certains produits spécifiques qui vont avoir pour fonction d'aller attraper les substances en question qui sont problématiques pour les amener à un autre endroit afin qu'elles soient éliminées plus facilement du corps. Quand je parle de chélation, il y a souvent une question qui revient, c'est « mais quand on fait de la chélation, il paraît qu'on fait circuler les substances toxiques ». Alors ce qui est sûr, c'est qu'on va les remettre en circulation. Ça c'est clair, parce qu'il va falloir les prendre d'un endroit pour les amener à un autre endroit afin qu'elles soient éliminées. Donc il y a forcément remise en circulation.
Néanmoins, pour éviter que ça tourne en boucle dans le corps, il est important de préparer l'organisme pour que les émonctoires majeurs qui vont traiter ces substances puissent être en capacité de les traiter efficacement. C'est pour cette raison que je travaille d'abord sur l'alimentation du quotidien et sur ce que j'appelle la détox, ce qu'on appelle vulgairement la détox, avant d'envisager la chélation. On prépare le terrain et ensuite on active le processus pour avoir un levier supplémentaire d'action. Donc ça, ce sont des choses que l'on va pouvoir faire et vous verrez différents protocoles avec par exemple de l'ail des ours, de la coriandre ou d'autres plantes. Certains protocoles, on va vous mettre de la chlorella qui peut d'ailleurs être associée aux premières plantes. On va avoir encore d'autres protocoles où on va vous parler de produits comme de la zéolite par exemple. Zéolite qu'on peut même associer à de l'argile. En tout cas, il y a plusieurs choses que l'on peut mettre en place pour avoir une plus grande efficacité d'action en termes d'élimination de ces substances problématiques. Là encore, on va mettre les choses en place, on va voir encore comment le corps réagit. En parallèle ou après, on peut aussi travailler sur vraiment la régénération plus en profondeur du système nerveux. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir faire? Il y a deux choses que l'on va pouvoir exploiter. D'une part, il va y avoir la plasticité cérébrale. D'autre part, il va y avoir la régénération au sens strict du terme. La plasticité cérébrale, c'est la première chose qu'on peut mettre en place. C'est la chose la plus facile. C'est-à-dire que si vous perdez 10% de vos neurones, ou que vous avez certains neurones qui deviennent non fonctionnels, qui perdent leur capacité de fonctionnement, ou en tout cas qu'elle est fortement altérée, aider votre système nerveux à produire de nouvelles connexions, ça, c'est quelque chose d'assez facile. Alors, d'assez facile, il faut quand même que l'environnement soit présent, soit propice, mais c'est assez facile. La fonction fait l'organe. Il va donc falloir stimuler la fonction. Ça veut dire que si on a une perte au niveau de l'odorat, on va essayer de stimuler l'odorat. Si on a une perte au niveau de certains types de mouvements, on va essayer de stimuler le mouvement. Et vous allez me dire, oui, mais c'est facile de stimuler le mouvement, mais quand on a perdu le mouvement, comment on fait? Eh bien, il y a des méthodes, par exemple, comme le Feldenkrais, qui vont permettre d'avoir une action qui ne se passe pas du cerveau avec la volonté vers le mouvement, mais de l'inverse. C'est le mouvement vers le cerveau. Je vous ai déjà parlé de ça dans ma série, c'est qu'on n'est pas obligé de partir tout le temps du cerveau pour aller vers la fonction, on peut partir de la fonction pour remonter vers le cerveau. Ça marche aussi. Comment est-ce qu'on fait ça? En Feldenkrais, on peut faire ce qu'on appelle des mouvements passif. Alors, mouvement passif, ça peut paraître bête de dire ça comme ça, mais en fait, le mouvement se fait, mais vous, ce n'est pas vous qui allez faire le mouvement. C'est le praticien qui va vous aider à faire le mouvement et vous restez beaucoup plus passif. Et on va créer des connexions, on va jouer sur le lien neuromusculaire. Et grâce à cela, on peut favoriser une amélioration de certaines fonctions. Alors là, je vous parle du mouvement, je vous ai parlé de l'odorat, mais on peut faire plein de choses. On peut travailler là-dessus avec la visualisation, on peut travailler là-dessus avec la réalité virtuelle, et on a pu voir des cas extrêmes, des personnes victimes de situations de bombardement, par exemple, avec une explosion à proximité, une altération de l'état du cerveau, et de pouvoir retrouver certaines fonctions, entre autres, avec justement des stimulations de ce genre, des sollicitations de ce genre. Donc ça, c'est quelque chose que notre cerveau, que notre corps est capable de faire. Ensuite, au-delà de la plasticité cérébrale, on va pouvoir jouer sur ce qu'on appelle la neurogénèse. Donc, créer de nouvelles cellules nerveuses. Alors ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe. Parce qu'il faut vraiment que l'environnement soit propice. Que ce soit pour la plasticité cérébrale ou que ce soit pour la neurogénèse, il y a un élément majeur, très important, c'est le repos. Parce que concrètement, produire de nouvelles cellules nerveuses, ou même réparer des cellules nerveuses abîmées, comme la myéline qui pourrait être altérée, il faut du repos. C'est avec le sommeil, entre autres, que notre corps va faire ce travail efficacement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un gros problème, c'est qu'on vit sous stress, on est dans la course en permanence, on ne dort pas assez, on n'a pas un repos qui est toujours très réparateur, forcément, il y a un déficit à ce niveau-là. Donc le repos va être quelque chose d'important.
Si vous y arrivez au quotidien, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas au quotidien, il y a peut-être des périodes où vous pouvez beaucoup plus vous reposer pendant quelques jours, pendant quelques semaines, pour accroître cette capacité de régénération. Ensuite, au-delà du repos, on va pouvoir essayer de stimuler ce que j'appelle un peu la baguette magique. Alors c'est une baguette magique, oui et non. C'est-à-dire que ce sont les cellules souches. Les cellules souches, ça peut être une baguette magique parce qu'une injection de cellules souches, ça peut doper la capacité de régénération du corps. Malheureusement, tout le monde n'a pas la possibilité de recevoir une injection avec des cellules souches. Donc on va pouvoir essayer de stimuler la capacité du corps à les produire. Et pour stimuler la capacité du corps à produire les cellules souches, on va avoir le repos dont je viens de vous parler. On va avoir également l'allègement alimentaire, le jeûne dont je vous ai déjà parlé également. Et on va avoir aussi certains nutriments. Il y a des micronutriments qui vont permettre de favoriser cette production de cellules souches. Le fer, par exemple, sous certaines formes, peut avoir cette capacité de stimulation. La vitamine C, la vitamine D également. Et ce sont deux éléments qui font souvent manque, qui sont souvent en déficit, on va dire, dans notre corps, parce que soit il y a un déficit chronique chez une bonne partie de la population, ce qui est le cas pour la vitamine D, et pour la vitamine C, souvent, on n'est pas sur un déficit forcément majeur, mais on est en infracarence, on est en dessous de ce que nous devrions recevoir, très souvent. Et donc, tout cela ne permet pas à nos cellules souches de pouvoir être produites en quantité suffisante. Donc ça, c'est également quelque chose sur lequel on peut jouer. La vitamine E va jouer aussi un rôle important parce que le système nerveux est un tissu gras avec beaucoup d'acides gras polyinsaturés, les oméga 3, les oméga 6, qui sont des graisses sensibles à l'oxydation. Et donc il va falloir protéger aussi ce développement parce que sinon on va avoir trop d'oxydation, on va avoir une agression et ça ne sert à rien de stimuler ce tissu-là, il va être bloqué dans son développement. On aura également besoin de ces fameux oméga 3, oméga 6 qui ont un effet aussi stimulant sur ces cellules souches. Plus les oméga 3 même que les oméga 6, mais les deux sont importants. Et puis au-delà de ces micronutriments, on va encore pouvoir retrouver des produits un peu plus complexes comme la clamate, la chlorella, la spiruline. Donc ça, ce sont des produits qui vont avoir différents nutriments qui vont permettre de stimuler ces cellules souches. Il est fort probable également que les jus d'herbe ou un certain nombre de graines germées aient aussi cette capacité. Donc si certains produits vous intéressent, comme à chaque fois, je peux vous les mettre en description pour que vous puissiez retrouver ces noms plus facilement et voir de quoi il s'agit. Mais comme vous voyez, il y a pas mal de choses différentes qui peuvent permettre une action sur ces cellules souches. Mais s'il y a un élément important et central, c'est que si on bloque cette capacité de production par un manque de sommeil, par une suralimentation constante, ou encore par le stress, et je vais y venir maintenant, il y aura un ralentissement de la capacité de régénération qui sera très très important. Alors le stress, il peut être biologique, avec une molécule toxique ou un élément toxique qui est agressif. Et dans ce cas-là, il faut essayer de réduire autant que possible la présence de ces substances toxiques et problématiques pour que le corps sorte de cet état de stress. Alors parfois, il peut y avoir des plantes ou des compléments qui peuvent aider à se soulager, mais le but, ça va être encore une fois d'essayer de faire sortir ces substances toxiques, de les éliminer le plus possible. Alors j'ai parlé dans plusieurs vidéos de comment est-ce qu'on peut apaiser le stress. J'en ai parlé récemment avec ma vidéo sur le système nerveux autonome, donc je ne vais pas reprendre ici tout ça, je vous renvoie à cette vidéo. Et j'ai parlé également de moyens de pouvoir agir sur certaines substances ou certains éléments qui sont issus d'injections. Donc là également, je vous renvoie à cette vidéo, je les mets dans la description. Vous pouvez trouver aussi les liens que je vous mets en même temps sur la vidéo, en même temps que je vous parle, pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. Ça, ce sont des choses qui sont expliquées peut-être plus en profondeur dans ces vidéos que ici, mais on va retrouver certains éléments communs. L'objectif, c'est que si on réduit la présence de cette substance, on va réduire ce facteur stress, ce facteur d'agression, et à ce moment-là, on peut envisager d'avoir plus facilement
une amélioration puisque ce stress ne sera pas entretenu. Si ce n'est pas ce stress en effet physique, biologique, mais que c'est le stress psychique, donc là c'est aussi sur le système nerveux autonome, on peut jouer, ce stress psychique pose aussi un problème. Le stress d'une manière générale de toute façon pose un problème. Il met le corps en état d'hypervigilance et le cerveau en état d'hypervigilance. Au bout d'un moment, que se passe-t-il? Votre cerveau, votre corps se protège et donc vous devenez intolérant de plus en plus à ce qui se passe. Intolérant au bruit, intolérant à la lumière, intolérant à d'autres facteurs de stress du quotidien. Et donc là, je ne vais pas tout redétailler, mais s'il y a un élément important, c'est de pouvoir améliorer le terrain. Améliorer votre environnement de vie quand je parle du terrain. Améliorer le terreau dans lequel vous vivez. Le but n'est pas la recherche de l'idéal, parce que l'idéal ça peut être très stressant, parce que l'idéal on cherche à tout contrôler, à ce que tout soit parfait. C'est pas le but. Le but c'est que vous partiez d'où vous êtes aujourd'hui et que on ait la possibilité de pouvoir améliorer à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Ça peut être une réorganisation de vie avec certaines activités que vous ne faites plus, de mettre à la place certaines autres activités, peut-être plus agréables, plus épanouissantes, plus dynamisantes pour vous, plus apaisantes. Ça peut être également de pouvoir déléguer certaines choses, même si ce n'est pas toujours évident. On a appris à fonctionner d'une certaine manière, mais si vous n'êtes plus en capacité de fonctionner de cette manière-là, il va peut-être falloir justement changer cette approche. Et puis, il y a une chose importante, un exemple de ce que va apporter le repos et l'éloignement du stress. C'est David Chervan-Schreiber qui en parlait dans son dernier livre, ou en tout cas l'un de ses derniers livres, où il expliquait qu'il avait rencontré une Canadienne qui était devenue amie et qui avait la même maladie que lui, un cancer du cerveau inopérable, même stade, et on lui avait annoncé 3 mois à vivre. Et cette femme, lorsqu'on lui a annoncé ce diagnostic, elle a décidé de tout changer. Elle a arrêté de vivre comme elle vivait avant. Elle est partie vivre dans la forêt. Alors très clairement, elle ne vit pas en slip dans les arbres. Elle est partie vivre dans la forêt avec une maison, une cabane dans la forêt où elle vit, mais par contre, elle s'est éloignée de ses sources de stress. C'est sûrement la chose la plus difficile à faire. Parce qu'on a un mode de vie, on a des conventions sociales, on a tout un tas de choses qui nous conditionnent. Mais il est clair que si on commence à faire des changements aujourd'hui, et je crois qu'il est temps de faire des changements par rapport à ce que l'on vit, on peut justement réduire ces facteurs de stress, ces facteurs d'agression qui vont s'opposer en fait à la régénération. Si vous êtes trop sous stress, que ce soit biologique ou physique, psychologique, vous allez ralentir la capacité de régénération. C'est pour cela que le fait de jeûner est positif, mais souvent on va recommander de jeûner dans un environnement qui est relaxant, qui est apaisant, donc si possible en dehors de son environnement de vie, et si ce n'est pas possible et que c'est dans son environnement de vie, d'essayer vraiment de faire le plus possible pour couper avec les habitudes du quotidien. Parce que sinon, on aura un résultat qui sera bien moindre. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas efficace, ce sera juste beaucoup moins efficace. Et je vais terminer avec un dernier point, la méditation. La méditation, c'est un point très important. C'est une activité qui peut être très importante. Parce qu'elle permet de mettre notre cerveau dans un état de conscience modifié. Concrètement, nous sommes éveillés, mais dans un état modifié de conscience avec une activité cérébrale qui n'est pas celle qu'on devrait avoir en étant éveillé. C'est celle qu'on devrait avoir plutôt en étant en repos, au sommeil. Et c'est très important parce que le fait de pouvoir faire cette bascule grâce à la méditation, ça permet d'activer des processus de régénération. Et on peut associer à cette méditation de la visualisation, faire de la visualisation, se mettre ensuite en état méditatif, mais on peut vraiment jouer sur ce levier. On n'en parle pas encore assez parce que ce levier est extrêmement puissant. On peut faire vraiment des choses assez exceptionnelles grâce à la méditation, mais pour cela il faut s'entraîner, il faut travailler les choses. En tout cas, j'ai fini pour aujourd'hui. J'espère que toutes ces informations sont assez claires pour vous, que vous allez pouvoir mettre des choses en place surtout. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau contenu, une nouvelle vidéo de Un jour, une question. Belle journée, à demain.